Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Bruxelles est-elle la capitale du lobby de la finance et le capitalisme est-il la source de tous les maux, y compris du réchauffement climatique? C'est ce que pense une ex-jeune banquière qui est devenue allergique au monde de la finance. Elle sera sur notre plateau aux côtés d'un député européen qui préconise que le capitalisme rachète ses péchés en devenant vert. Et on se retrouve comme d'habitude sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Et pour commencer, je vous présente Aline Farès. Merci d'être avec nous. Alors vous avez un parcours pas banal. Vous avez été banquière pendant près de 10 ans, notamment à un poste très important chez Dexia à Bruxelles. Et un jour, vous avez décidé de vous reconvertir en militante pour démocratiser la finance. Aujourd'hui, vous écrivez, vous produisez dans une conférence qui s'intitule « Chronique d'une ex-banquière » et vous donnez même des séances de désenvoûtement de la finance. Alors, nous sommes à Bruxelles qui compte près de 30 000 lobbyistes, un bon nombre dans le secteur de la finance. Bruxelles, pour vous, c'est la capitale du vice, parce que pour vous, la finance, c'est le vice. Disons qu'on a un appareil financier qui est très destructeur. La finance en général, comme les institutions financières et les gens qui en profitent le plus. Et que c'est un appareil qui sait très bien se défendre, d'autant plus que les institutions européennes se reposent sur de l'expertise technique fournie par le système financier pour réglementer cet appareil. C'est ce qu'on a vu notamment depuis la crise financière. Donc le lobby de la finance, il existe, vous l'avez rencontré? Oui, j'ai travaillé après avoir été chez Dexia où j'étais proche du pouvoir à l'intérieur de la banque, pas forcément à un poste hyper important, mais proche du pouvoir. J'ai quitté la banque et j'ai rejoint une association, une ONG qui s'appelle Finance Watch et qui fait du lobby citoyen auprès des institutions européennes. Qui a été créée dans la foulée de la crise de 2008. Exactement, vers 2011. Pour devenir un contre-pouvoir au monde de la finance. Pour devenir un contre-pouvoir au monde de la finance. Et c'est vrai que du coup, on s'est retrouvés, et cette association existe toujours, en confrontation avec les lobbies financiers. Mais 95%, voire plus, des gens qui participent au débat législatif en Europe, qui sont les interlocuteurs de la Commission, du Conseil et du Parlement, ce sont des financiers, ce sont des représentants des intérêts financiers. Et les 5% restants, c'est un petit peu tout autour de formes de représentation de l'intérêt général. Donc vous n'êtes pas parano, mais vous dites que le lobby financier, il s'est infiltré dans les institutions européennes, par exemple ici au Parlement européen. En tout cas, les institutions sont telles et elles se sont déployées de telle manière qu'elles ont besoin d'une expertise pour développer les réglementations. Et que cette expertise, elle est fournie par l'extérieur. Et l'extérieur, c'est qui? C'est principalement des représentants du système. Mais c'est qui? C'est quoi le lobby financier? C'est qui? C'est quoi? C'est des représentants des associations de banques, de sociétés d'assurance, de fonds d'investissement au niveau local, national, international. C'est des banques elles-mêmes qui viennent représenter leurs intérêts. Enfin voilà, c'est tous ces gens. Démocratiser la finance, ça veut dire quoi dans les faits? Alors, ce n'est pas forcément les termes que j'utilise, mais pour moi, il y a plusieurs priorités. Il y a d'une part de dégonfler la bulle de capital qui nous oppresse complètement, puisqu'on a trop de capital accumulé aujourd'hui, et c'est notamment l'appareil financier qui permet le gonflement permanent de ce capital. On le voit, ça se matérialise dans les fortunes complètement délirantes qui sont accumulées. Vous pouvez aller voir la liste des milliardaires dans le monde aujourd'hui, ça n'a vraiment plus aucun sens. Donc c'est dégonfler tout ça, c'est reprendre surtout la main sur cet appareil. Alors, c'est pas simple, parce que si c'était simple, on y serait déjà parvenu. Mais ça veut dire que déjà, les institutions bancaires qui sont au cœur du système financier, les institutions bancaires qui remplissent des fonctions de base pour le fonctionnement de l'économie et de la société,
elles ont un rôle d'intérêt public. Il n'y a aucune raison, et c'est dangereux, que ces institutions soient des institutions privées dont l'objectif est la maximisation du profit pour des actionnaires. On voit où ça nous mène. Mais comment on fait pour que les banques soient réellement au service de la société, du citoyen? Vous avez lancé une action, d'ailleurs, qui s'appelle « Belfius est à nous ». Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir à travers une telle action ? Belfius est à nous, c'est une plateforme qui a été montée par plusieurs personnes, il n'y a pas que moi, on a été plusieurs, et des associations notamment, des syndicats en Belgique. Et l'idée, c'est de dire la Banque Belfius est propriété de l'État belge depuis 2011, c'est-à-dire depuis le deuxième sauvetage de Dexia. Par contre, elle est gérée comme une participation privée avec un objectif de maximisation du profit et tous les effets que ça a sur l'accessibilité des services, les décisions qui sont prises en termes de quels investissements sont... et quels crédits sont octroyés, etc. Et donc l'objectif, c'est de dire qu'il ne faut pas revendre cette banque et surtout, il ne suffit pas que l'État soit propriétaire, il faut qu'il y ait des structures de gestion, il faut qu'il y ait une prise de contrôle, une représentation de l'intérêt général à travers la banque elle-même. Ouais, ce que vous dites, c'est qu'il ne suffit pas qu'une banque soit publique pour que ça soit une bonne banque. Non, il ne suffit pas qu'une banque soit étatique pour que ce soit une bonne banque. Il faut une banque qui ait une mission d'intérêt général, qui ait des organes de contrôle de la population sur cette organisation, etc. Aline Farès, à côté de vous, il y a 2 enveloppes avec la bonne question et la mauvaise question. Vous choisissez laquelle ? Grand dilemme. Je crois que je vais prendre la mauvaise. La mauvaise question. Ouais, je prends la mauvaise. Je suis très curieuse. Et vous la lisez à haute voix, sans crainte. Votre fiancé vous révèle son secret, il est milliardaire. Le quittez-vous ? Les milliardaires, c'est une aberration. Vous en avez rencontré ? Les gens sont milliardaires, les quelques personnes qui sont milliardaires le sont parce qu'il y a des promesses de remboursement qui leur sont faites, parce qu'il y a des promesses de captation de richesses produites par des gens, de richesses volées sur des territoires, de destruction qui vont leur rapporter de l'argent. Et donc, pour moi, il est nécessaire, absolument nécessaire, de dire non. En fait, toutes ces richesses, soi-disant, que vous avez ne vous appartiennent plus. On ne vous paiera plus, on ne produira plus pour vous, etc., etc. Et de défaire ces milliardaires de leur richesse, c'est une absolue nécessité. Aline Farès, on va accueillir quelqu'un qui n'est pas milliardaire. On va accueillir Pierre Larrouturou. Il est député européen depuis 6 mois. Il est français, il a été élu dans le groupe socialiste et il est également économiste. Pierre Larrouturou, merci d'être avec nous. Bonjour. Je vous présente Aline Farès. Bonjour. Et vous, on vous présente très souvent comme un des 5 économistes qui a prédit la crise financière il y a 11 ans. Vous vous dites, heureusement, tout ça c'est du passé ? Non, au contraire, je pense qu'on va vers une nouvelle crise financière. Et c'est là que je rejoins Aline, c'est qu'à 90% sur son diagnostic, ce système est devenu fou. Et à cause du poids des lobbies, depuis 11 ans, on n'a quasiment rien changé. Ça, c'est une courbe qui montre la dette totale aux États-Unis. Je ne sais pas si on peut faire un zoom. Dette privée et publique. On voit que cette courbe est vraiment inquiétante. L'an dernier, il y a eu 2600 milliards de dettes en plus. C'est du jamais vu. Donald Trump dit que grâce à lui, il y a la croissance, mais il n'y a jamais eu besoin d'autant de dettes. Donc ce système est devenu fou. Quand on voit la précarité, la pauvreté, à Bruxelles comme dans toutes les villes d'Europe ou dans toutes les campagnes, quand on voit les dégâts faits sur la planète et quand on voit qu'il faut toujours plus de dettes pour nourrir un peu la croissance. Donc il y a un besoin de changement radical. Mais cette courbe montre aussi qu'un autre capitalisme est possible, si on le veut. Pendant 30 ans, il n'y a eu aucune crise financière. Il y avait beaucoup moins de pauvreté, il y avait déjà de l'exclusion, mais il y avait eu pendant 30 ans, tant qu'on tenait bon sur la justice sociale, ce que Roosevelt avait voulu construire, 30 années sans aucune crise, sans avoir besoin de dette, parce qu'il y avait une régulation. Il y avait des banques, mais elles avaient des règles. Il y avait de la liberté d'entreprise, mais il y avait des règles sociales dans chaque pays, dans le commerce mondial. Et c'est quand Ronald Reagan arrive, en Europe, quand Thatcher arrive, qu'on fout tout ça en l'air et qu'on laisse les lobbies dans la salle de commande. Et malgré la crise de 2008, on est ici au Parlement européen. Il y a 6 ans, Michel Barnier et Philippe Lamberts, le chef des écolos, et Michel Barnier, la droite humaniste, voulaient faire la séparation des banques pour casser la spéculation. Séparer les banques, ça veut dire séparer les activités séparer les à banques risque de dépôt et les banques d'affaires. Des activités de service à la clientèle. Pour dire que les banques normales, là où vous et moi on a nos économies, ne peuvent pas spéculer. Ils doivent financer l'économie réelle, les collectivités, les petites entreprises. Et que si les banques d'affaires veulent spéculer, c'est avec leur argent, à leurs risques et périls, et sans la garantie de l'État.
Quand Roosevelt était arrivé, il avait fait la séparation des banques, ça a marché pendant 70 ans. Et puis les lobbies bancaires ont obtenu de mettre fin à la séparation. Et après la crise de 2008, la plupart des gens disaient « faut arrêter les blagues, faut calmer la spéculation ». Et donc ici, aussi bien Michel Barnier que Philippe Lamberts voulaient faire la séparation et les lobbies l'ont bloqué. Depuis 5 ans, on n'a pas avancé. Donc hélas, je suis totalement d'accord sur l'état des lieux. Ce système est devenu fou, provoque une souffrance humaine et une souffrance pour la planète considérable. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on arrive à tordre le système, à le changer radicalement avant qu'il s'effondre. Mais donc ce que vous dites, c'est qu'on avait dit effectivement après la crise financière, il faut moraliser le secteur de la finance. Ça ne s'est pas fait, la faute aux lobbies, mais la faute aux politiques également qui ont écouté ces lobbies. Bien sûr, tout à fait. Moi, je suis député que depuis 6 mois, donc je ne me sens pas totalement responsable de ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Mais encore une fois, si on revient à Roosevelt, le monde a changé. Mon parti s'appelle Nouvelle Donne. Voilà, c'est qu'on fait référence au New Deal. Les banquiers détestaient Roosevelt. Quand Roosevelt fait la séparation des banques, quand il fait un impôt sur les plus riches, quand même Roosevelt, pour donner du boulot à des millions d'Américains, il va tripler le budget fédéral. Il va pour protéger les forêts, pour donner du boulot, améliorer le revenu des paysans. Et il fait ça en créant un impôt pour les actionnaires, parce que l'impôt était tombé très bas, et pour un impôt sur les plus riches. Et pendant 3 mois, tous les banquiers gueulent, il n'y a pas d'autre mot pour dire Roosevelt est un communiste, Roosevelt va tuer l'Amérique. Et Roosevelt agit pour le bien commun, et Roosevelt a les citoyens avec lui, et Roosevelt fait la séparation des banques, crée un impôt pour les plus riches. Il n'a pas tué les banquiers, mais il a mis les banquiers au service du bien commun. Et ça a marché pendant 70 ans. Et ce sont des politiques, Ronald Reagan, Thatcher, qui ont fait le reste. Et j'espère que dans ce Parlement, il y a 60% de nouveaux députés. J'ai l'impression depuis quelques mois que les lobbies comprennent qu'il y a des députés élus par les citoyens qui veulent faire bouger les choses. Aline Farès, d'accord, rien n'a changé depuis 11 ans, on n'a pas pris les mesures qu'il fallait? Il suffit de regarder à quoi ressemble le système financier et les promesses de crise financière qu'on nous annonce depuis plusieurs années maintenant, vu les niveaux d'endettement, vu la taille du secteur, etc. Mais pour moi, j'aimerais ajouter une chose, c'est qu'il y a aussi un enjeu sur la façon dont on pose les termes du débat, la façon dont les gouvernants posent les termes du débat, notamment au moment d'une crise financière. Le choix devant lequel on nous a mis à ce moment-là, c'était soit on sauve les banques dans leur entièreté, soit ce sera le chaos. Il n'y a pas eu du tout d'espace pour une pensée entre les deux. Et c'est, moi, je pense à cet endroit-là que tout se joue. C'est-à-dire de se dire qu'on pourrait tout à fait décider lors d'une prochaine crise financière de ne sauver que ce qui nous est essentiel, les moyens de paiement, la fonction d'institution de crédit et puis la collecte de l'épargne. Mais en revanche, décider de laisser tomber le reste puisque nous n'en avons pas besoin. Le problème, c'est qu'il y a eu un effet d'embrigadement depuis des années de tout ce système capitaliste et financier qui fait que beaucoup de gens se sentent concernés parce qu'ils ont un plan d'épargne pension, parce qu'une partie de l'épargne est sur des produits d'investissement X ou Y. Et de plus en plus de gens ont peur de perdre cette épargne en cas de crise financière et deviennent complices d'intérêts qui ne sont pas les leurs, et disent oui, il faut sauver tout le système bancaire. Pour moi, c'est vraiment une question de poser les questions dans d'autres termes et puis de faire le tri déjà maintenant en prévision d'une prochaine crise. Pierre Larouturou, est-ce que c'est le capitalisme qui est la source de tous les maux, y compris du réchauffement climatique? Et je pose la question pas par hasard. On sait que le climat, c'est devenu un peu votre obsession aujourd'hui. C'est pas seulement la mienne, on est quelques millions à s'inquiéter, je crois. Je sais, le mot capitalisme, il y a des gens, on ne met pas tous le même contenu. Moi, tout à l'heure, je suis allé manger, c'est un restaurant privé, et pour 12 €, j'ai fait un repas tout à fait bon, de qualité. Voilà. Et dans le système soviétique, les restaurants n'étaient pas forcément meilleurs et plus efficaces. Donc je crois qu'il faut garder la puissance de création du capitalisme, mais la réguler, la mettre au service du bien commun, de la justice sociale, et dire qu'on n'a qu'une planète. Donc il y a un besoin de régulation très forte. Je ne crois pas qu'Aline ne propose non plus qu'il faut mettre en place un système soviétique où il n'y a plus aucune responsabilité personnelle. Je pense qu'il faut garder cette capacité d'innovation, mais qu'il faut la réguler très fortement. Quand on s'est engagé ici dans ce Parlement, on a applaudi il y a un mois la volonté de Mme von der Leyen de diviser par 2 le CO2 dans les émissions de CO2 dans les 10 ans qui viennent. C'est juste énorme. Ça veut dire que la moitié des maisons de Bruxelles, de Paris ou de mon village des Pyrénées doivent être isolées. Il faut isoler la moitié des maisons dans les 10 ans qui viennent. Il faut aider la moitié des agriculteurs à transformer radicalement leur système. Et ça ne peut pas se faire spontanément. Il faut qu'il y ait des règles européennes, il faut qu'il y ait des aides. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'en Europe, il y ait une loi FATCA climat qui dise que dans 5 ans, aucune banque, aucune assurance ne pourra travailler sur le territoire européen si elle n'est pas totalement transparente sur toutes ses activités. Est-ce qu'elle finance du charbon? Est-ce qu'il finance du pétrole? Premièrement, transparence. Deuxièmement, d'ici 3 ans,
stopper tous les nouveaux investissements fossiles et d'ici 5 ans, avoir nettoyé tout son bilan et que tout l'argent qui était dans les énergies fossiles aille sur les renouvelables ou l'efficacité énergétique. Et quand on en parle avec des gens, heureusement, il y a aussi des gens dans le secteur de l'assurance qui sont concernés par l'avenir de la planète, ils me disent c'est tout à fait possible et on ne le fera jamais spontanément. Donc il faut une loi européenne, il faut une règle européenne. Dans la banque, on me dit 5 ans c'est trop court, il faudra peut-être 6 ans ou 7 ans. OK, on peut parler du calendrier, mais il faut qu'il y ait des règles très strictes. Mais vous allez parvenir à convaincre les Polonais d'arrêter d'investir dans le fossile? Écoutez, les Polonais, il y a une évolution. Et la semaine dernière, il y avait ici Michał Kurtyka, le ministre polonais du climat, qui explique comment en 3 ans, les mentalités ont changé. Parce que quand c'était Greenpeace qui parlait du climat, les gens, certains Polonais, pas tous, rigolaient. Mais il y a eu 2 étés de canicule de suite en Pologne. Et quand on voit à la télé un paysan polonais qui a les larmes aux yeux parce qu'il va abattre 15 vaches, parce qu'il n'y a plus de foin, que 2 étés de suite avec des canicules, voilà, ben ça fait bouger les mentalités. En Allemagne, quand le niveau de l'eau dans le fleuve, dans le Rhin a tellement baissé que les péniches ne peuvent plus avancer, purée, mais Greenpeace avait raison, les climatologues avaient raison. Il n'y a plus assez d'eau dans le Rhin, les péniches. Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Donc je trouve qu'on est dans ce moment excitant où la question du climat, dans le discours de Juncker il y a 5 ans, il ne parlait quasiment pas du climat. Et aujourd'hui, Mme von der Leyen en fait sa priorité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un très beau projet. Le discours de Mme von der Leyen est très beau, mais il n'y a pas les moyens financiers. Et ça tombe bien, je viens d'être nommé rapporteur général du budget. Je viens d'avoir une belle promotion, c'est une responsabilité magnifique. Et comme rapporteur général du budget, je vais négocier au nom de tout le Parlement le prochain budget. Et j'ai dit que je ne pourrais pas voter le budget s'il n'y avait pas 100 milliards de plus sur le climat et la biodiversité. On va parler des chiffres, on va parler du budget, mais tout d'abord, un politique qui est prêt à tordre le bras aux banquiers, vous applaudissez ou vous demandez à voir, Aline? Pour moi, l'enjeu, il est vraiment de non pas rajouter du capital, de l'investissement, de la dette, mais plutôt d'en détruire. Et en fait, on peut faire des comparaisons avec des projets, enfin avec des politiques comme celle qui a été menée par Roosevelt, les reconstructions après la guerre et ce genre de politique. Mais en fait, ici, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, la croissance permet de calculer l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, de faire des projections. La croissance du PIB fait partie du calcul de ça. On ne peut pas continuer sur cette même logique de croissance. On ne peut pas continuer sur cette même logique de ajouter du capital. On doit réduire la pression. Parce que l'accumulation de capital, c'est du capital qui cherche des débouchés, c'est du capital qui cherche du rendement. Donc quand Pierre Laroutourou dit qu'il faut de l'argent pour sauver le climat, vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Non, moi je pense qu'il faut que les États se désendettent en désobéissant aux créanciers. Il faut des annulations de dettes illégitimes, comme celle proposée par le CADTM. On est vraiment dans une période où il faut arrêter, réduire et effectivement ça dépend qu'est-ce qu'il faut arrêter. Je crois qu'on a les mêmes objectifs, mais qu'on n'a peut-être pas la même stratégie ou qu'on a besoin, que c'est compliqué. Voilà. Pour dire les choses simplement, selon vous, il faut 1100 milliards par an en Europe pour sauver le climat. C'est pas selon moi, pardon. C'est juste, est-ce qu'on peut être concret au-delà des slogans si on veut diviser par 2? Et il faut le faire. On a perdu 40 ans à cause des lobbies. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui montre comment en 79, il y avait déjà un consensus de quasiment tous les grands scientifiques américains sur le réchauffement climatique. Ils avaient fait un rapport à la une du New York Times. Et le problème, c'est qu'avec Ronald Reagan qui arrive à la Maison-Blanche, les lobbies du pétrole arrivent aussi. Donc on a perdu 40 ans. Donc maintenant, il n'est pas trop tard pour agir, mais il y a vraiment le feu à la maison, il y a le feu au lac. Donc quand Mme von der Leyen nous dit qu'il faut diviser par 2 les émissions de CO2 d'ici 10 ans, je dis chiche, c'est génial. Mais c'est un chantier colossal. Au moins la moitié des maisons de Bruxelles, de toute l'Europe, la moitié des écoles, la moitié des universités, des fermes, des bureaux doivent être isolés. Il faut faire des transports en commun dans les zones où il n'y en a pas. Il faut inventer des ordinateurs qui consomment moins. Il faut un plan Marshall pour l'Afrique. Et tout ça, je suis désolé, il y a besoin de financement. Donc en même temps, il faut transformer le système. Et je suis d'accord, c'est dommage qu'en 2008, on n'en ait pas profité. Il fallait sauver les banques, mais les transformer. Et dans la transformation, il y a le fait de calmer la spéculation en faisant la séparation. Donc, on a raté l'occasion et ce serait mieux de le faire sans attendre la prochaine crise financière. Je préférais c'est Kennedy qui disait il vaut mieux réparer le toit de la maison avant que l'orage éclate. Donc, moi, comme député, je fais tout. J'étais encore il y a quelques jours avec le commissaire chargé des affaires sociales, Nicolas Schmit, pour qu'on voit comment on peut calmer la spéculation et protéger les salariés et protéger les PME sans attendre la prochaine crise. Mais après ça, si on veut que toutes les familles de Belgique et d'Allemagne, de Pologne
puissent isoler leur maison, il faut quand même mettre des subventions. Et donc nous, 1100 milliards selon vous et selon beaucoup d'autres experts. C'est la Cour des comptes européenne, c'est pas seulement moi, Paul, c'est la Cour des comptes qui dit que si on veut mettre le paquet sur le logement, en même temps transformer l'agriculture... Mais Ursula von der Leyen, elle parle de 116 milliards, C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Le document qui est sorti... Alors comment on fait? Où va-t-on trouver cet argent? J'ai envie de ramener un chiffre en plus, c'est que les banques européennes aujourd'hui, elles octroient plus de 15 000 milliards de crédits. Donc on est sur des proportions qui ne sont pas du tout les mêmes, c'est 15 fois plus. Donc si on pense vraiment à le total du stock de prêts. Donc c'est une question de réorientation de écoutez, là, je crois qu'on est d'accord. La semaine dernière, j'ai déposé un amendement. Mais ça ne va pas arriver tant qu'on n'aura pas changé les mécanismes. Bienvenue. La semaine dernière, il y a 6 jours, j'ai déposé un amendement au nom du groupe social-démocrate. C'est la première fois, je crois, qu'on fait ça, pour dire que la Banque centrale européenne va créer 240 milliards cette année, la BCE va créer 240 milliards, et on nous dit que la Banque du climat aura peut-être 16 milliards de prêts dans quelques années. Donc il y a 240 milliards qui sont cette année. Voilà. Et donc la Banque du climat, c'est une banque que vous voulez qu'on veut développer. Voilà. Et il y a 3 ans, tout le monde rigolait quand on a publié cette idée. Il y a 3 ans, tout le monde rigolait, et maintenant tout le monde est d'accord. Avec de l'argent public. La question est de savoir, et le but est de faire des prêts à taux zéro, si vous devez isoler la maison ou l'immeuble où vous habitez, s'il faut isoler l'école qui est devant le Parlement là, il faut qu'il y ait des prêts à taux zéro et en même temps des subventions. C'est Philippe Maystadt, qui hélas n'est plus là, mais Philippe disait il n'y aura aucun effet catalyseur, il n'y aura pas de changement si on ne peut pas aider, s'il n'y a pas des subsides, des subventions pour chaque famille, chaque collectivité, chaque fermier. Donc on se bat comme député avec des gens du groupe social-démocrate, mais avec des gens de 4 groupes politiques différents. Et ce qu'on a déposé la semaine dernière comme amendement, c'est dire la Banque centrale européenne va créer 240 milliards cette année. Au lieu que cet argent aille à la spéculation, il doit aller intégralement dans la Banque du climat pour aider à l'efficacité énergétique, à l'isolation des bâtiments, à l'agriculture. Et j'espère que dans 2 mois, dans 3 mois, le Parlement européen va voter pour dire l'argent de la Banque centrale, au lieu d'aller n'importe où, et donc à 90% à la spéculation. C'est ça les vrais chiffres. Si on ne fait rien du tout, c'est presque 90% qui va à la spéculation. On veut qu'il aille intégralement pour le climat et pour l'emploi. Mais donc ces 1100 milliards, vous faites le pari que vous allez parvenir à les rassembler pour sauver le climat. Je fais tout de 8h du matin à minuit, un jour avec des ONG, un jour avec les amis de Greta, Adélaïde et Hanouna, parce que évidemment il faut nous comme députés qu'on fasse le job. Comme rapporteur du budget, je vais tous les mois à Berlin pour rencontrer les dirigeants allemands. Vendredi, j'étais avec le directeur de cabinet de Bruno Le Maire à Paris. Il faut convaincre. Vous connaissez la théorie du dentifrice. Il faut en même temps débloquer le bouchon et appuyer. Débloquer le bouchon, c'est dire Madame Merkel, Monsieur Macron, tout ça, c'est possible. Quand le mur de Berlin est tombé, en 6 mois, on a créé, Helmut Kohl et Mitterrand ont créé une nouvelle banque. Donc, il faut dire que c'est possible. Et en même temps, il faut qu'il y ait une pression des citoyens, que si les citoyens ne sont pas dans la rue à nous aider, rien ne se passera. Donc, il faut que le Parlement dise on ne pourra pas accepter le greenwashing. Le discours de Mme von der Leyen est magnifique, mais dans 6 mois, il faut qu'il y ait les moyens financiers et humains, sinon c'est du greenwashing et ce serait une catastrophe. Donc nous, on fait notre job de parlementaire, on explique, on montre que c'est possible, et après ça, il faut une volonté politique. Le mur de Berlin, il ne serait pas tombé si les citoyens n'étaient pas dans la rue. Il faut qu'on dise aux politiques, c'est pas pour de rire. Un enfant de 5 ans fait la différence entre ce qui est pour de vrai et ce qui est pour de rire. Et la question du climat et de la justice sociale, c'est pas pour de rire, et c'est maintenant que ça se décide. Quel optimisme quand même, Aline. Oui, mais je pense que c'est un appel qui est intéressant parce que pour moi, ça se joue en dehors des institutions. Parce que la proposition de pacte finance-climat, on l'a critiquée avec Laura Verrecke sur le blog de Mediapart de Laura Verrecke. Oui, vous avez fait un article sur Mediapart qui était assez critique à l'égard de Pierre Larouturou, en disant voilà. Mais pas de Pierre Larouturou, à l'égard de la proposition. On a amélioré le projet. Mais une des choses qui est assez claire pour moi, c'est que la proposition a besoin du système bancaire existant pour diffuser les crédits. Ça ne peut pas se faire autrement. Et donc, en fait, ce que ça nous montre, de la même façon que le projet Newbie en Belgique nous le montre, c'est que toutes ces initiatives sont certes très intéressantes, mais tant qu'elles ont besoin du système bancaire en place, qu'il y a des objectifs de maximisation du profit, qu'il y a des objectifs de captation de la valeur, etc. Eh bien, non, c'est pas 2 choses différentes. Eh bien, ça a des limites. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas faire l'économie, on ne peut pas faire l'économie de repenser fondamentalement la structure du système bancaire. Donc, la réponse à la défense, je termine ma phrase quand même. Sur lequel reposerait cette proposition. Donc, on va dire la vérité. Suite à ce texte un peu dur, on s'était rencontrés en mars de l'année dernière et on a eu 2 heures de bonne discussion et on a amélioré le projet. Donc, dans la Banque du climat qu'on propose, on met en place un conseil d'administration qui est très original. Je pense que c'est la première fois que dans un conseil d'administration, il y a des responsables d'ONG en tant que tels, il y a des membres du Parlement en tant que tels, il y a 2 climatologues, 2 responsables de la biodiversité. Je pense que c'est la première fois
au monde qu'une banque aurait ce type de conseil d'administration. Donc là, on est d'accord et du coup, on a amélioré le projet. Je crois qu'à chaque rencontre, on peut être plus intelligent en tenant compte des idées des gens s'ils ont en gros les mêmes objectifs. Après ça, effectivement, comme notre objectif, c'est que dès l'argent arrive dès 2021, on veut que le climat, ce n'est pas pendant 15 ans, et je pense qu'on est d'accord. Oui, on utilise les banques actuelles. Oui, moi, je suis au crédit coopératif. L'argent, si je dois isoler là où j'habite à Paris, l'argent passera par le crédit coopératif, qui n'est pas une horreur, mais qui n'est pas non plus la banque, la Newbay, ou voilà. Et simplement, on dit, vous aurez l'argent à moins 0,5%. Vous pouvez faire 0,3 de marge, mais l'argent doit arriver pour chaque famille, pour chaque collectivité, pour chaque ferme, à moins 0,2. Mais si on attend d'avoir changé complètement, radicalement le système avant d'agir pour le climat, ça va être long et on va perdre la bataille. On ne va pas vous mettre d'accord sur tout. Pierre Laroutourou, à côté de vous, il y a également 2 enveloppes avec la bonne question et la mauvaise question. Aline, elle a ouvert laquelle? J'ai ouvert la mauvaise. Alors je vais prendre la bonne, il faut qu'on se complète. La bonne question que vous lisez à Est-ce que votre projet est formidable? Oui, non, je rigole. Quel est votre endroit préféré à Bruxelles? En fait, j'adore cette ville. Ça fait 6 mois que j'habite maintenant et j'adore cette ville. Je sais pas, la Grand Place. La Grand Place est très très belle. Encore ce matin, pour me réveiller, je suis allé sur la Grand Place. La semaine dernière, elle n'était pas voisée. Philippe Coste, le maire, et Delphine Houba avaient mis les couleurs de l'Angleterre pour dire on regrette le départ des Anglais. Les députés britanniques qui ont quitté ce Parlement européen. Peut-être que les Anglais nous ont un peu bloqués pendant 40 ans, mais voilà, la Grande Place est très souvent magnifique et il y a souvent des fêtes très joyeuses. Aline Farès, Pierre Laroutourou, merci de vous être arrêté à la Station Europe. Je signale, Pierre Laroutourou, que vous avez publié un livre avec le climatologue Jean Jouzel, Finance Climat, réveillez-vous. Vous allez l'offrir à Aline et la fille de Stéphane Hessel, pardon. Et Anne Hessel, la fille de Stéphane. Voilà, exactement. Aline Farès, j'ai oublié de vous proposer de croquer un petit financier qui est devant vous. C'est ça, je me disais. Je signale également que vous avez un site qui s'appelle tout simplement alinefarès.net. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe. Ne manquez pas l'arrêt et nous on va croquer aussi des petits financiers.